Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement. Bonjour, je suis Simonie Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leaders, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les portent, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Marie Nguyen, cofondatrice de WeDressFair, plateforme de vente de vêtements éthiques et éco-responsables. WeDressFair sélectionne les meilleures marques qui s'inscrivent dans une démarche éco-responsable, qui produisent en se souciant de leur impact sur les hommes et sur l'environnement. Marie nous a partagé le parcours qui l'a menée à la création de WeDressFair et l'engagement qu'elle a toujours eu pour avoir un impact sur le monde. Nous avons également évoqué les critères utilisés pour sélectionner les marques, mais aussi quelques idées pour consommer de manière plus éco-responsable. Et enfin, suite à la levée de fonds de 2 millions d'euros fin 2022, Marie nous parle aussi des ambitions de WeDressFair et de son rôle. Belle écoute! Hello Marie, bienvenue sur mon podcast Connecting Leaders. Je suis ravie de t'accueillir. Écoute Marie, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Donc Marie, qui es-tu? Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, je suis Marie Nguyen, j'ai cofondé WeDressFair en 2018 avec Antoine et je suis aujourd'hui responsable de toute la partie ressources humaines, relations extérieures de l'entreprise, donc ce qu'on appelle chez nous réputation d'entreprise et toute la partie transparence et RSE. D'accord. Alors, on va revenir sur ton parcours. De ce que j'ai vu, tu as commencé ta carrière dans la recherche contre le cancer à l'Institut Curie. Puis tu as voulu agir à ta façon pour avoir un impact direct sur les problématiques actuelles, et notamment dans l'industrie textile. Donc, tout ce qui était surproduction, pollution, voilà, c'est des choses qui te parlent et que tu as envie de combattre, en fait, ces sujets. C'est déjà une belle avancée de travailler dans la recherche, je trouve, dans la recherche contre le cancer. Alors pourquoi ce switch en fait entre, recherche contre le cancer et vouloir, combattre, les méfaits de l'industrie textile? Je pense que depuis toute petite, j'avais envie de pouvoir avoir un métier qui allait avoir un impact, sur le monde qui m'entourait et la recherche m'intéressait particulièrement pour cette raison-là. Déjà de base, je suis hyper curieuse sur tout ce qui est biologie, médecine, cellules, ADN et cetera, donc c'est pour ça que je me suis orientée, dans des études, plutôt, on va dire recherche médicale. Donc j'ai atterri du coup à l'Institut Curie à Paris, chez qui j'ai travaillé presque 2 ans en tant qu'ingénieure d'études en recherche. Et en fait, je suis hyper impressionnée par la patience des chercheurs et leur capacité à répéter des choses indéfiniment jusqu'à la fin de leur vie pour pouvoir avoir des conclusions, trouver des réponses ou pas d'ailleurs. Et je crois que je suis quelqu'un de fondamentalement impatiente et j'avais beaucoup de mal à me cantonner à faire qu'une seule tâche. En tout cas, voilà, c'était pour moi être biologiste ou être chercheur, j'avais fait un parcours pluridisciplinaire exprès pour pouvoir faire plein de choses. Et même avec un parcours pluridisciplinaire, j'avais trop envie de faire plein d'autres choses. Ce qui, en fait, j'ai réussi à faire en faisant pas mal de bénévolat dans des associations en dehors du coup de mon travail en tant que chercheur. Pour quel type de cause? Ouais, du coup, je me suis engagée de façon bénévole dans 2 associations. La première, ça s'appelle La Cloche.
s'appelait Le Carillon. C'est une association qui lutte contre l'exclusion sociale en créant des réseaux de commerçants solidaires. Donc là, mon rôle, c'était d'aller voir les commerçants et de leur proposer de rendre des services gratuitement pour des personnes démunies. Donc que ce soit donner un verre d'eau, recharger un téléphone, garder un sac à dos, enfin voilà. Donc moi, j'ai commencé dans le 13e et puis après, j'ai fait 5-6e à Paris où du coup, on toquait à la porte des commerçants et on leur demandait de faire partie de la cloche. Et la deuxième association auquel j'ai été bénévole, ça s'appelle La Mine. C'était une recyclerie. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce que c'est qu'une recyclerie, mais en gros, c'est une association qui récupère des objets du voisinage. Donc, ça peut être des meubles à retaper, ça peut être des livres, ça peut être des vêtements, ça peut être des CD, enfin voilà, plein de choses, des DVD. Et c'est des associations qui, en général, sont ce qu'on appelle des chantiers d'insertion, donc qui emploient des personnes en tant que salariés, qui sont des personnes éloignées de l'emploi, donc des personnes qui sont au chômage de longue durée, qui ont jamais eu de job, enfin voilà. Et ces associations-là permettent de former ces personnes, soit pour retaper les meubles, soit pour être vendeur, enfin voilà. Et donc, c'est via ces deux assos-là où j'ai commencé à toucher du doigt la problématique textile, puisque d'un côté, on était vraiment aux côtés des bénéficiaires dans la rue et du coup, on essayait de connaître leurs besoins. Et de l'autre côté, on récoltait énormément de vêtements et on essayait de les distribuer aux personnes qui en avaient besoin. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ce qu'on récupérait, c'était beaucoup de t-shirts, de jeans, enfin énormément de jeans. Et en fait, c'est des choses que les personnes qui sont démunies n'ont pas forcément besoin. Elles en ont déjà beaucoup, elles en ont même trop. Et en fait, dans les assos, on essaye aussi de pas donner trop de vêtements pour pas sédentariser les personnes et qu'elles soient, on va dire, en danger du fait d'avoir trop de sacs ou trop d'affaires en fait à bouger. Et donc rapidement, en fait, me suis rendu compte que les débouchés pour ces vêtements-là étaient vraiment infimes. Puisqu'en fait, même les personnes les plus démunies aujourd'hui qui n'ont pas les moyens de s'acheter ces vêtements, en fait, elles en ont déjà trop. Donc, ça veut vraiment, vraiment dire que de base, on est dans une société qui avons beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de vêtements et on ne sait plus quoi en faire. Et quand je me suis intéressée à, en gros, le devenir de ces vêtements-là, je me suis rendu compte qu'il y avait moins de 1% des vêtements qui étaient recyclés dans le monde. Donc, il y a très, très peu de vêtements qui sont recyclés et que finalement, ces vêtements qu'on donnait dans les bornes finissaient dans des décharges à ciel ouvert dans les pays du tiers-monde. Donc, en fait, la cause réellement et comment on peut lutter contre ça, réellement, c'est d'arrêter d'acheter autant et arrêter de produire autant. Donc tu pars de ce constat-là et donc quelles a été ensuite tes actions? Tu t'es dit: «Beh, tiens, je vais créer quelque chose pour, combattre ce fléau» et quelles ont été ensuite tes actions, Alors la suite, c'est que, j'ai eu une rencontre d'une personne, il y a une cause qui me tenait à cœur, c'était les femmes qui sont dans la rue. Elles ont des besoins qui sont un peu spécifiques puisque, elles ont, leurs règles et qu'en fait, pendant les périodes de règles, elles ont des sous-vêtements qui sont souvent, souillés et malheureusement, elles peuvent pas souvent les nettoyer. Donc elles sont souvent, elles, en demande de sous-vêtements neufs pour pouvoir se changer après leur période de règles. Et dans les assos, malheureusement, les sous-vêtements neufs, c'est vraiment pas ce qu'on récupère. On récupère énormément d'autres choses, mais il y a très peu de gens qui viennent pour donner des sous-vêtements neufs. Et même, on récupère pas du tout de sous-vêtements de seconde main parce que quand on les trie, pour une question d'hygiène et de dignité, on va pas distribuer ces sous-vêtements-là. En général, partent à la poubelle. Il y a quelques associations qui les récupèrent, qui les lavent et qui les donnent, mais c'est quand même pas la majorité. Du coup, je me suis rendu compte que tous les t-shirts qu'on récupérait, c'était du jersey. Le jersey, c'est la base des culottes qu'on a aujourd'hui dans la grande distribution. Et du coup, à 25 ans, je me suis fait offrir ma première machine à coudre et j'ai transformé des t-shirts en jersey, en culottes pour pouvoir les distribuer à des personnes qui étaient dans la rue. Et est venue de ça ma première idée de projet entrepreneurial qui était
de construire une plateforme de vente de tissus, de chute d'industrie ou de coupons de tissus pour des petits professionnels qui avaient besoin de coupons plus ou moins grands, mais pas en grande série. Donc, des professionnels qui font des vêtements en petite série pour des enfants, des professionnels qui font des accessoires, ou des écoles de couture. Voilà, j'ai commencé en me disant, il faudrait mobiliser localement la matière première qui est déjà présente sur place au lieu d'essayer de l'envoyer à l'étranger alors que là-bas non plus, elle n'est pas utilisée. Et cette période-là, tu étais toujours à l'Institut Curie ou? Ouais, j'étais toujours à l'Institut Curie, donc je vendais des coupons de tissu le dimanche sur les marchés pour essayer de voir si ça prenait. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était plutôt, c'était pas les passants, donc c'était pas les personnes qui venaient faire les marchés qui achetaient les coupons de tissu, mais plutôt mes collègues qui étaient à côté de moi et qui vendaient des petits accessoires, des chouchous, des bavoirs, des choses comme ça, qui m'achetaient des coupons de tissu. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, ok, c'est pas à destination du tout public, mais c'est à destination des professionnels. Et ensuite, ce projet a été sélectionné à un parcours d'entrepreneur qui s'appelle Ticket for Change. Donc en 2017, j'ai participé à Ticket for Change et donc là, c'était la fin de mon contrat. J'ai pas prolongé mon contrat à l'Institut Curie et je me suis mis à fond sur ce projet-là. Et pendant le parcours entrepreneur de Ticket for Change, j'ai rencontré Antoine qui lui était en train de cofonder We Dress Fair. Donc en fait, c'est Antoine, ton associé qui a suivi le wagon parce que lui, il a quel background justement? Alors Antoine, lui, c'est un ancien auditeur financier. Il a travaillé 11 mois exactement, il a tenu moins d'1 an chez KPMG et ensuite il a voulu pareil, il a eu un peu le même parcours que moi mais pas les mêmes associations. Il a voulu avoir un impact plus direct sur le monde qui l'entourait et il s'est engagé dans une association qui prône le boycott bienveillant. Donc c'est une association qui permet de lancer des boycotts auprès du coup d'entreprises pour une raison particulière. Chaque citoyen peut voter pour ce boycott, donc dire moi je soutiens ce boycott. Si on atteint la barre des 100 000 personnes qui boycottent, on envoie un courrier du coup à l'entreprise et l'entreprise donne une réponse à tous les personnes qui boycottent cette entreprise-là pour cette raison-là. Et chaque boycottant a un droit de réponse, donc peut continuer son boycott ou peut lever son boycott. Et donc ça permet de pas se sentir seul face à une cause ou face à une problématique et plutôt de rassembler les citoyens autour de ces causes-là et de donner la possibilité, une voix en fait à ces citoyens pour interpeller les entreprises. Et donc c'est via cet assaut qu'il a commencé à s'engager et en fait rapidement il s'est dit qu'il avait envie d'entreprendre dans un projet qui avait du sens pour lui et en fait en parallèle, que ce soit lui ou moi, on commençait à changer notre manière de consommer. Donc, on était assez conscient que le monde qui nous entourait était soutenu par l'argent qu'on dépensait dans ces entreprises-là ou pas. Donc, typiquement, à chaque fois qu'on sort notre carte bleue aujourd'hui, on vote pour un système ou une entreprise et on vote pour son maintien ou pour le maintien d'un autre système et d'une autre entreprise. Et du coup, Antoine, il s'est pas mal rendu compte de ça via cette association-là. Et lui, il s'est dit qu'il voulait agir dans la consommation responsable et notamment dans les vêtements, puisque c'est relativement simple de changer sa consommation dans l'alimentation, puisqu'il y a de plus en plus aujourd'hui de projets, il y a même de plus en plus de supermarchés et bio, éco-responsables, local. Enfin voilà, il y en a énormément. Il y a Biocoop, La Vie Claire. Enfin, il y a énormément d'entreprises qui font ça aujourd'hui. Par contre, le deuxième pôle de dépenses des Français, c'est les vêtements. Et dans les vêtements, c'est beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi une entreprise, elle fait les choses bien, pourquoi une entreprise fait moins les choses bien, quels sont les labels à privilégier, quelles sont les matières à privilégier. Et donc, il a commencé à faire une liste en fait des marques qui, pour lui semblaient être des entreprises qui étaient responsables. Et ensuite, il s'est dit que pour entreprendre et pour pouvoir développer un projet entrepreneurial, il avait des compétences qui lui manquaient. Il était très fort en Excel, c'est souvent ce qu'il dit. Il dit, j'étais très fort en Excel. Ancien auditeur, Ouais, forcément. voilà. Mais que ça lui suffisait pas pour monter un Même si projet. c'est très utile, mais oui, C'est très effectivement. utile et surtout pour la suite. Après, aujourd'hui, on bénit ses compétences en Excel pour tous nos plans financiers. Mais voilà, lui, il s'est dit,
en plus de ça, il avait une curiosité très grande dans le web. Il s'est dit, j'ai besoin de faire une formation dans le web pour apprendre à coder et voir comment ça marche. Et donc, il a fait la formation du wagon, qui à ce moment-là, leur tagline, c'était donner des compétences techniques aux esprits créatifs. Et je crois il s'est reconnu énormément là-dedans en se disant, ben voilà, moi j'ai plein d'idées de projets, mais voilà, il me manque les Il compétences. manque cette compétence technique, de savoir coder et comprendre un peu le langage, ouais, plus technique. Carrément, carrément, ouais. D'accord et donc il a créé, We Dress Fair, tout seul, au début? Il a créé donc tout seul, c'est un projet du wagon. Du coup, c'est, son projet de fin d'études, du wagon. Il a développé avec, 3 autres personnes la 1re maquette, mais vraiment c'est aujourd'hui quand on la regarde, c'est très rigolo. Donc il a commencé, on va dire, à créer la 1re version de la marketplace We Dress Fair et ensuite donc son prof au wagon, s'appelle Kevin. Donc c'était, le lead teacher, du wagon et on a payé Kevin en prestataire au départ pour qu'il nous aide à développer la plateforme. Et puis petit à petit, il a tellement aimé le projet et les personnes qui portaient ce projet qu'il nous a rejoints. Et donc aujourd'hui, Kevin est notre CTO à 100%. On l'a débauché du wagon, il est parti du wagon et il est 100% avec nous aujourd'hui. Il est associé également? Et il est associé, ouais. D'accord, OK. Donc vous êtes 3 associés aujourd'hui, hein? On est 3 associés, ouais. Est-ce que, quand tu étais petite, tu avais, ces prédispositions pour, voilà, pour tout ce qui est combat et cetera? Est-ce qu'il y avait un métier dont tu rêvais justement quand tu étais petite? Bah, je pense que ouais, ce que je disais au tout début du podcast, c'est que, j'ai toujours voulu avoir un sens et avoir un impact, en fait, et pouvoir voir cet impact-là. Donc en fait, si je me rappelle très bien, je crois qu'au tout départ, je voulais être médecin et puis, j'ai fait un stage avec ma tante qui est médecin, la pauvre, du coup, elle m'a dit elle m'avait dégoûtée de la médecine, mais pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que, ce qui m'intéressait aussi derrière, c'est de pouvoir creuser les questions et en fait, c'est cette dominante-là, qui a toujours été présente chez moi, c'est que j'ai toujours demandé pourquoi et je pense que, Grande curiosité donc? grande curiosité, mais surtout une volonté de comprendre le système dans lequel on vit, une volonté de comprendre et en fait de pas, être spectateur de quelque chose, sans choisir et donc c'est vrai que j'ai, sur des questions, de religion, sur des questions de système économique, sur des j'ai toujours demandé pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ça marche comme ça et cetera et donc la recherche vient de là aussi, j'imagine. C'est qu'au-delà de comprendre les maladies. J'avais envie de comprendre comment ça marchait. Donc, pas uniquement de faire des diagnostics à des patients. En fait, ça, c'était la première partie pour moi, mais c'était vraiment de comprendre pourquoi cette maladie, elle existe, qu'est-ce qu'elle est, comment elle se développe, enfin voilà. Et du coup, elle est encore plus loin. Et je pense que le métier de chercheur est arrivé de cette volonté-là. Et donc on va parler de We Dress Fair. Est-ce que tu peux nous préciser, voilà, vos ambitions, où vous en êtes aujourd'hui? Donc vous avez levé des fonds, récemment, 2 millions d'euros quand même, félicitations. Donc voilà, est-ce que tu veux nous parler de cette belle, start-up? Ouais. Alors, chez We Dress Fair, nous, ce qu'on fait, donc déjà, je pense qu'il manque un petit maillon, juste, je vais faire c'est que comment j'ai rejoint Antoine après, c'est que du coup, sur le parcours entrepreneur de Ticket for Change, on faisait partie de ceux qui développaient des projets dans l'industrie textile et on s'est rapproché du fait que on avait des combats communs. Très justement, Antoine m'a dit un jour que moi, j'essayais de lutter contre le gaspillage. Donc, j'essayais de revaloriser des textiles qui étaient déjà présents mais que ce gaspillage était responsable et était présent aujourd'hui. La cause de ce gaspillage, c'était qu'on consommait trop et qu'on produisait trop. Et que finalement, ce que je faisais, c'était mettre du scotch sur une baignoire qu'on continuait à trouer et que ça serait bien d'arrêter de trouer la baignoire. Et donc, c'est un petit peu un des arguments qui m'a convaincue en me disant, OK, en fait, il faut aussi activement et énormément lutter contre la cause et je pense que c'est le plus gros combat de l'industrie textile aujourd'hui, c'est réduire énormément les productions. Et donc, Antoine m'a proposé à ce moment-là de rejoindre le projet. En même temps, mon projet était compliqué à monétiser parce que c'est des petits coupons, c'est des petites quantités, et voilà, il fallait faire des grosses levées de fonds et moi je viens pas du tout du milieu de la finance où j'ai pas fait d'école de commerce, donc du coup c'était compliqué pour moi de me dire qu'il fallait que je parte sur ce modèle-là. Et donc j'ai rejoint Antoine en octobre 2017 sur We Dress Fair et en fait on est
hyper complémentaires, puisque moi, je suis vraiment sur la partie communication, pédagogie. C'est moi qui ai aussi rédigé toute la partie charte de We Dress Fair, puisqu'il y a tout le côté scientifique derrière We Dress Fair, de comment on a choisi les matières, comment on fait des calculs d'impact, etc. Et Antoine qui a toute la partie et technique de base et financière. Donc, gestionnaire, hyper bon gestionnaire. Et donc, on était très complémentaires là-dessus. We Dress Fair, c'est une plateforme aujourd'hui qui vend uniquement de la mode responsable. Donc, on sélectionne des marques qui produisent en se souciant de leur impact sur les hommes et sur la planète, selon une charte qu'on a écrite nous-mêmes en fonction de ce que je disais tout à l'heure, des critères sociaux et environnementaux. Et on a deux, on va dire, business model complémentaires, puisqu'on a une partie marketplace, où là, on met en relation les clients directement avec les marques, et une partie d'achat-revente classique, où là, on achète les produits et on les revend directement sur notre site ou dans notre boutique. Donc la sélection des marques se fait d'après sur la charte, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, enfin nous citer peut-être quelques critères, sans rentrer dans le détail, mais Alors, il y a, on va dire, deux gros critères, et dont un se distingue en deux sous-critères. Le premier, c'est le critère environnemental. Donc, on va sélectionner uniquement des marques qui produisent avec plus de 75% de leur collection totale en matière éco-responsable. Donc, notre premier travail, ça a été de trier quelles sont les matières éco-responsables des matières non éco-responsables. Et ça, c'est un travail où on a comparé du coup les impacts environnementaux de chaque type de matière. Et nous, on se cantonne à se dire, on privilégie le pendant éco-responsable. Donc, c'est-à-dire que si on sélectionne une matière naturelle, comme du coton, on va privilégier le coton biologique. Si on sélectionne des matières synthétiques, on va privilégier les matières synthétiques recyclées. Après, on a des critères par catégorie de produits. Donc, typiquement, on sait qu'aujourd'hui, un t-shirt, c'est faisable en 100% matière naturelle. Donc, on va sélectionner uniquement des t-shirts en matière naturelle pour, on va dire, l'usage de tous les jours. Par contre, sur des t-shirts de sport, on va sélectionner des t-shirts en matière synthétique en partie, donc essayer d'avoir le moins de matière synthétique possible, mais en partie, et si on sélectionne des matières synthétiques, on va sélectionner des matières synthétiques recyclées. Donc en fait, on a toute une grille comme ça, et on va checker à chaque fois, est-ce que ce produit-là répond à ces critères-là. Et donc, on a deux niveaux de sélection. Le premier, c'est le niveau de la marque. On va sélectionner d'abord une marque qui a plus de 75% de sa collection totale en matière éco-responsable. Ça, c'est pour éviter de sélectionner une collection capsule d'une marque qui n'a pas du tout envie de faire de la mode éco-responsable ou de changer le modèle, mais qui a juste envie de créer une collection capsule pour une volonté marché. Donc, en fait, un argument marketing qui va représenter seulement 2% de sa collection totale. Donc ça, si je peux citer un exemple, il y a la collection capsule de H&M qui s'appelle H&M Conscious. H&M Conscious, c'est une partie de H&M qui représente une toute petite partie de sa production, mais qui, dans la communication, on a l'impression que ça représente la moitié ou plus de la moitié de la production d'H&M. Ça, c'est une question d'image, et la raison pour laquelle nous, on a mis ce critère de 75%, c'est justement pour éviter de sélectionner ces marques-là. Nous, on veut vraiment que le client, quand il achète un produit, il sache qu'il va participer au financement d'une marque qui, derrière, va faire changer le système de l'industrie textile. Est-ce qu'il existe des sortes de labels ou tu vois, des audits sur le marché sur ces sujets-là? Pas tellement. Alors, il y a des labels, il existe des labels, mais par contre, la raison d'exister de We Dress Fair, c'est vraiment ça. C'est nous, on va vraiment vérifier le dire des marques. Donc, on s'arrête pas à ce qu'elles nous disent, mais on va leur demander des documents preuves. Et donc, en fait, tout notre métier repose là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, chaque vêtement qui est présent sur We Dress Fair, on a vérifié que c'était la matière qu'ils annoncent, c'est bien la matière qu'ils utilisent. Les usines dans lesquelles ils produisent, c'est bien les usines qu'ils annoncent. Enfin, voilà. Et que ces usines produisent dans des bonnes conditions. Enfin, du coup, on check énormément ces documents-là. Et donc, on est vraiment un tiers de confiance aujourd'hui des consommateurs qui peuvent venir sur la plateforme en se disant, OK, ils ont fait le job pour moi. Moi, j'ai pas besoin d'aller revérifier une deuxième fois. Et on va même au-delà de ça, puisque nous, on sélectionne pas tous les labels, on sélectionne vraiment les labels les plus fiables aujourd'hui. Et donc, on fait aussi un travail de veille sur l'avancée et les innovations technologiques dans le textile, et les avancées en termes de labels, de réglementation, de normalisation. Le deuxième niveau, c'est qu'on va vérifier au niveau du produit.
Donc là, au niveau du produit, nous, on ne sélectionne que des produits qui ont plus de 90% de matière éco-responsable dans la composition finale. Donc ça, on considère qu'un produit d'une marque est éco-responsable s'il a plus de 90% de matière éco-responsable. Donc ça, c'est modulé en fonction de la typologie de produit. On sait aujourd'hui, par exemple, typiquement que dans les maillots de bain, on n'arrive pas au-dessus de 78% de matière éco-responsable, de matière recyclée. Du coup, dans le maillot de bain, on va pas dire on sélectionne 0 maillot de bain, on dit on sélectionne le max de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Et donc, le max, c'est 78%. Donc, forcément, il y a des petites modulations, mais en globalité, on arrive à 90% ou au-dessus de 90%. Et le troisième critère, c'est un critère social. Et là, nous, on demande toute la traçabilité. On demande la traçabilité de la marque sur les usines de rang 1. Donc là, on va demander les usines de confection de la marque, donc les usines d'assemblage, où est-ce que ces marques-là ont produit. Et du coup, on va vérifier les conditions de fabrication. Et donc là, on classe les pays en fonction des risques. C'est pas nous qui avons classé, c'est la Confédération syndicale internationale qui classe les pays tous les ans en fonction de niveau de risque. Et on prend le niveau de risque de la France, qui est aujourd'hui un risque 2 sur 5. Et on se dit que toutes les entreprises au même niveau que la France ou avant, on ne demande pas forcément de label ou d'audit social parce qu'on considère que le droit du pays, le droit du travail du pays s'applique bien et il est bien respecté. Donc, dans tous ces pays-là, on a l'Espagne, le Portugal, la France. Et ensuite, au-dessus, donc risque 3, 4, 5, au-dessus, je crois qu'il y a 5 plus, on n'accepte pas les entreprises 5 plus. C'est les entreprises qui sont vraiment dans des pays. Et en Asie en Asie du Sud-Est. Enfin, non, c'est plutôt des pays en guerre, donc des pays encore plus, enfin, qui respectent non seulement pas le droit du travail, mais pas non plus le droit humain. Et donc, sur tous ces pays-là, on accepte les entreprises qui travaillent d'une bonne façon, mais on demande des labels forts. Et là, on demande uniquement des labels qu'on a sélectionnés parce qu'on sait qu'ils sont fiables. Et ça, on n'en déroge jamais. Donc, pour tout ce qui est Vietnam, Bangladesh, il y a quoi d'autre comme pays? Europe du Nord, Europe de l'Est, on demande ces labels-là, qui sont des labels de fair trade. Je vais citer des labels, mais vous n'allez pas les connaître, mais en gros, des labels qui sont très forts aujourd'hui sur le côté social et qui vont vraiment auditer sur place les entreprises pour savoir dans quelles conditions les travailleurs travaillent. Est-ce que tu as, toi, des conseils vu de ta fenêtre, de tout ce que tu vois là, de tout ce que vous avez entrepris chez We Dress Fair, des conseils pour mieux consommer? Le premier conseil, c'est de se rendre compte de sa consommation et de son niveau de consommation aujourd'hui et de se demander est-ce qu'on a besoin de autant. Et je pense que mon premier conseil, c'est de réduire, en fait. Réduire le meilleur impact, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est assez contre-intuitif pour quelqu'un qui vend des vêtements de dire n'achetez pas. Mais c'est vraiment ça, en fait. De se poser la question, est-ce que tu as vraiment besoin de ce pull, ce jean? Exactement, exactement. Et en fait, aujourd'hui, on est sur des niveaux de consommation qu'on considère être pour nous de la surconsommation. Donc, il faut diminuer ce niveau de consommation, ce qui va permettre de diminuer les niveaux de production des entreprises. Donc, que ce soit, enfin, l'un dans l'autre, les deux vont assez de pair. Si les consommateurs diminuent le nombre de vêtements qu'ils achètent, les entreprises vont arrêter de produire autant. Et inversement, si les entreprises arrêtaient de produire autant, les clients arrêteraient d'acheter autant de vêtements avec des promotions tout le temps, etc. Donc, l'un dans l'autre, il faut montrer qu'on est enclin à diminuer cette consommation et c'est déjà le cas. Hein, c'est déjà les chiffres montrent que on est déjà on consomme de moins en moins de vêtements et c'est très bien parce qu'on n'en a pas besoin d'autant. Juste pour donner un chiffre, on produit plus de 100 milliards de vêtements par an pour 7 milliards d'humains sur cette planète. Donc, on produit 12 à 13 vêtements par personne par an. Et ce chiffre a augmenté plus vite que la démographie. Donc, on produit toujours autant de vêtements aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit 12 à 13 vêtements par personne. Demain, on en produira 15 à 16 vêtements par personne. Et on n'en a pas besoin de autant. Donc, faut vraiment, mon premier conseil, c'est d'abord de se rendre compte de sa consommation, 2, de réduire sa consommation, et 3, si on a besoin de consommer, d'essayer de trouver des alternatives. Et donc là, il y a We Dress Fair pour la mode responsable, donc c'est du neuf responsable. Donc c'est des entreprises qui ont été sélectionnées finement pour leur qualité sociale et environnementale. Mais il y a aussi plein d'autres alternatives comme la seconde main,
comme le troc, les échanges, enfin voilà. Et toutes ces alternatives-là, aujourd'hui, permettent de diminuer son impact social et environnemental dans la mode. Vous avez une boutique, il me semble, à Lyon? Elle est de rue des Capucins, juste en bas des pentes de la Croix-Rousse, au-dessus de l'hôtel de ville. C'est une boutique permanente, hein? C'est pas Ouais, une, une boutique permanente, ouais. d'accord, OK. Donc tu parlais de surconsommation, le Black Friday, vous avez boycotté, j'imagine? Alors on boycotte pas, dans le sens où, on trouve que on a boycotté certaines années, mais c'est un peu stigmatiser les personnes qui ont moins les moyens aujourd'hui de s'acheter des vêtements responsables. Donc, si on prend la problématique aussi, dans l'autre sens, c'est que, certes, c'est bien aujourd'hui de prôner ce message-là, il est beau, il est mignon, il paraît, très, idylliste, enfin, je sais pas comment on dit, mais en fait, la consommation responsable et les vêtements responsables aujourd'hui, ça coûte cher, ça coûte plus cher parce que on paye des meilleures matières, on paye les personnes mieux sur toute la chaîne de production et donc du coup, ça veut dire que les vêtements, typiquement, ils sont plus chers aujourd'hui. Donc un jean chez Woodress Fair, c'est un jean qui va sortir entre 110 et 150 euros. Tout le monde ne peut pas se payer un jean entre 110 et 150 euros aujourd'hui. Et c'est nier, du coup, les classes sociales, enfin, c'est nier la capacité, on va dire, Une d'achat. réalité économique, aussi, C'est de oui. dire qu'en fait, c'est une solution pour tout le monde. Et enfin, vraiment, c'est pas vrai. C'est ce qu'on dit. On dit, malheureusement, aujourd'hui, Woodress Fair ne peut pas s'adresser à tout le monde. La seconde main peut, puisque la seconde main permet à chaque personne, puisque c'est un peu moins cher, d'accéder à des vêtements qui sont déjà sur place, donc qui sont pas produits, à des vêtements qui sont un peu moins chers. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle chez Woodress Fair, on boycotte pas forcément le Black Friday parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements et qui attendent les périodes de soldes comme le Black Friday pour pouvoir s'acheter des vêtements. Donc, nous, on n'est pas là pour stigmatiser telle ou telle classe sociale. Du coup, on boycotte pas. Par contre, on propose des alternatives. Et donc, c'est là où tout l'enjeu de Woodress Fair, c'est faire énormément de pédagogie. Et donc, cette année, on a proposé de réparer des vêtements gratuitement à des personnes qui venaient en boutique ou qui demandaient la réparation sur notre site. Parce que c'est une manière aussi de réduire la consommation et de dire on prolonge la durée de vie des vêtements et donc on réduit l'impact environnemental et social de la mode en faisant ça. Quelle a été ta meilleure expérience jusque-là dans ce combat pour une mode, à impact sociétaux, positifs? Est-ce qu'il y a des modèles qui te font rêver aussi, peut-être? Des modèles, alors que ce soit en France ou à l'étranger? Je pense que les plus belles expériences, c'est le fait que c'est quand même un petit monde, la mode responsable, on n'est pas très nombreux et du coup, on rencontre énormément de personnes, enfin qui sont hyper inspirantes tout au long du développement de We Dress Fair. On a rencontré toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, on est fiers de faire partie de mouvements. Donc, notamment, il y a un mouvement qui s'appelle En mode climat, qui a été développé il y a 1 an et demi maintenant par plus de 500 entreprises. On est 550 qui est une association, on va dire, d'intérêt d'entreprises responsables. Donc, on a créé ce qu'on pourrait appeler un contre-lobby pour proposer des lois. Et quand on voit qu'on arrive à se faire entendre, on est hyper fiers quand on voit que Julia, qui a l'initiative de ce projet, est reçue à l'Élysée pour discuter de ces projets-là. C'est hyper intéressant parce que, ben, en fait, on voit qu'on est petit, c'est assez confidentiel, mais en fait, on est écouté. Donc, c'est hyper valorisant. On n'a pas parlé des vêtements qu'on donne, tu sais, dans les grands bacs. Ouais. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est vraiment, bien géré par la suite? Parce que je vois souvent c'est des bacs, super remplis. Ouais, alors après, on voit beaucoup, beaucoup de reportages et enfin, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, qui décrit ces modèles-là parce qu'effectivement, de base, le problème, c'est qu'on consomme trop de vêtements et qu'on produit trop de vêtements et du coup, on sait plus quoi en faire, donc on les met dans les bacs. Dans les bacs de tri, ça veut pas forcément dire que ça va à des bénéficiaires. Ça va à des bénéficiaires, mais en fait, exactement ce que je disais au tout début, les bénéficiaires, ils en ont pas besoin. Autant que nous, on n'en a pas besoin, personne n'en a besoin. Et donc, souvent, ces ballots sont vendus à l'étranger, donc dans des pays comme le Burkina, enfin voilà, ils arrivent dans les pays d'Afrique souvent. Et là-bas, ils en ont pas besoin non plus. Et donc, en fait, ça finit souvent dans des décharges. Et c'est ce qu'on voit dans les reportages. Alors moi, j'aimerais
beaucoup, 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 beaucoup nuancer tout ça. Ça ne veut pas dire que les bornes, c'est mauvais. Aujourd'hui, c'est la seule et unique solution qu'on a pour recycler les vêtements. Les 1% des vêtements qui sont recyclés viennent du tri des entreprises qui récupèrent et qui trient dans les bornes. Donc, si vous voulez avoir une chance, même 1% de chance de recycler vos vêtements, il faut mettre ces vêtements dans les bornes. Vous avez zéro autre choix que de les mettre dans les bornes. Donc, vraiment, les mettre à la poubelle ne changera rien puisque les mettre à la poubelle, ils seront brûlés. C'est pas une meilleure solution. Deuxième chose, c'est que les entreprises qui gèrent les bornes sont souvent des chantiers d'insertion. Donc, c'est des entreprises comme la recyclerie dont je parlais au départ, qui emploient des personnes éloignées de l'emploi, qui permettent de réinsérer ces personnes dans la société et donc qui ont un but social énorme. Et donc, si on tarit leurs sources, ça va tarir leurs revenus financiers et du coup, on va arrêter de financer ces entreprises-là et donc on va réduire l'impact social qu'on avait, qui était plutôt positif, sur le tri des vêtements. Et troisièmement, une petite partie des vêtements qui sont triés sont revendus dans des friperies, dans des friperies à travers la France et participent aussi au financement de ces entreprises-là, dans des entreprises responsables. Évidemment, la problématique, c'est la quantité de vêtements qu'on a. Mais la problématique, c'est pas les entreprises de tri. Et c'est ça où des fois j'ai un peu de mal sur les reportages qu'on voit sur le fait de donner ses vêtements dans les bornes, c'est que au final, on en arrive à dire les responsables, c'est les entreprises de tri. Mais non, les responsables, c'est les marques qui produisent trop et les consommateurs qui arrêtent pas de surconsommer des vêtements dont ils n'ont pas besoin. Et donc, pour arrêter tout ça, ce qu'il faut faire, c'est essayer de consommer moins, réduire la consommation, réduire la production, et après essayer de trouver des alternatives. Si on ne veut pas donner dans les bornes parce qu'on a peur que les vêtements finissent dans des décharges à l'étranger, eh ben, c'est de localement les donner à des proches, faire des échanges. Nous, on dit très souvent, si vous habitez dans un immeuble, mettez un carton où il y a écrit « Servez-vous » et mettez les vêtements dedans. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se servir et le peu de vêtements qui vont rester dans le carton, ben ça, vous pouvez les mettre dans les bornes et vous avez une chance sur 100 que y ait un des vêtements qui soit recyclé. Mais malheureusement, il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui et absolument ne mettez pas les vêtements dans les poubelles parce que là, ils seront brûlés. Et donc, c'est vraiment le pire impact qu'on peut avoir, c'est qu'ils soient vraiment pas du tout revalorisés. Vous êtes toujours dit combien chez We Dress Fair? On est 15 aujourd'hui, on est 11 salariés et 4 alternants. Et donc là, j'imagine avec la levée de fonds, vous recrutez? On recrute, mais on essaye de pas tant. En fait, on essaye d'avoir une croissance assez saine et sereine. C'est notre première boîte. On essaye d'avoir un management qui est assez proche. Donc, on n'est pas vraiment partisan des entreprises qui explosent leur Rapidement, quota, voilà. Leur cash, rapidement. Et qui malheureusement après sont plus du tout proches de leurs équipes. Donc nous, on essaye vraiment d'avoir quelque chose d'assez serein. Donc on a levé des fonds depuis fin août 2022. On n'a embauché qu'une seule personne depuis. Et l'année prochaine, on prévoit trois embauches. Mais voilà, on essaye de pas exploser en fait le nombre d'embauches. D'accord. Quelles sont les prochaines ambitions de We Dress Fair? Est-ce qu'il y a une expansion à l'international? Quelles sont des ouvertures de boutiques ou? On a 2 choses, à court terme, c'est, de proposer un catalogue qui soit plus large. En fait, on se rend compte aujourd'hui que, les personnes on touche énormément de monde, on touche entre 200 et 300 000 personnes par mois qui viennent sur le site. Mais la majorité trouve pas encore, des vêtements qui, leur plaisent ou qui, font partie, de leurs besoins. Donc typiquement, on va rapidement ouvrir la partie maternité enfant-bébé, puisqu'on n'a pas enfant-bébé maternité sur We Dress Fair. Mais il manque plein d'autres catégories qui sont sous-représentées chez nous. Si on va dans les catégories chaussures, il y a très peu, il y a beaucoup de baskets, mais il y a très peu d'autres types de chaussures. Maillots de bain, il y a plein de catégories qui sont sous-représentées. Donc notre premier but à court terme, c'est d'augmenter et d'exploser le catalogue. Donc aujourd'hui, on est à 6 000 références de produits. On espère que d'ici à 3 ans, on soit à 20 000 références produits. Donc 20 000 références produits, c'est à peu près ce que peut proposer Place des Tendances, Galeries Lafayette, voilà. Donc on essaye d'être aussi au niveau de ces grands distributeurs-là d'ici à 3 ans. Et après, sur le moyen terme, c'est effectivement de diffuser
Donc du coup d'élargir, on va dire, la cible, et donc d'ouvrir de nouvelles boutiques et d'ouvrir à l'international. Si tu reviens sur ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement? Je crois pas. Il y a peut-être une chose que j'aurais fait autrement, c'est qu'au tout début de We Dress Fair, on s'est dit que il fallait qu'on taffe de façon hyper. Enfin, voilà, on avait un peu ces idéaux de start-upers qui faisaient que travailler au départ et que ça pouvait être que comme ça qu'on allait réussir. Et du coup, on s'est un peu cramé dès le début. Et en fait, c'est tellement différent de passer d'un statut de salariat, enfin de salarié à un statut d'entrepreneur, que déjà ce passage-là est compliqué. En fait, c'est nous-mêmes qui devons faire notre roadmap, c'est nous-mêmes qui devons développer toutes les parties de l'entreprise. Déjà ça, c'est énorme, mais en plus de ça, nous, on s'est rajouté une charge de travail supplémentaire en se disant il faut qu'on travaille. Donc on travaillait 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais presque, quoi. On était dans un incubateur parisien. On a demandé les clés pour pouvoir venir travailler. Donc on finissait les plus tard et on commençait et on arrivait les dimanches et on finissait super tard les dimanches. Enfin, et ça, c'était un peu n'importe quoi. J'avoue que je referais ça différemment en essayant justement de préserver la santé mentale des fondateurs au départ. Et la deuxième chose, je pense aussi, ce serait se faire accompagner sur la levée de fonds. On s'est pas fait accompagner, on l'a fait nous-mêmes. Et ça aussi, ça a été, on était au bord du burn-out. Franchement, c'était. Donc après, il y a aussi que la période pendant laquelle on a levé des fonds n'était pas forcément la meilleure période, puisqu'on a commencé à lever des fonds. 2 semaines après, il y a eu la guerre en Ukraine. Et du coup, ça a été beaucoup plus difficile de convaincre. En tout cas, on a eu besoin de beaucoup plus de rendez-vous pour convaincre des personnes qui étaient super intéressées dès le départ. Mais voilà, guerre en Ukraine fait que on a un peu plus une réserve. Et puis en fait, on met beaucoup plus de temps à investir parce que voilà, il y a des enjeux qui ont changé et qui sont un peu différents, quoi. Et donc toi, Marie, quels sont tes drivers dans la vie? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Alors moi, ce que j'aime énormément, c'est, je l'ai dit un peu tout au départ, mais c'est creuser les questions. Donc ça, j'ai toute une partie dans mon taf, c'est juste lire. C'est trop bien, hein. Je suis payée à lire des choses et à écrire des articles. Enfin, vraiment, ça, c'est. Ce qui te porte, quoi, Ouais, justement. c'est une partie que j'adore et c'est toutes les innovations techno, toutes les innovations textiles, etc. C'est aussi moi qui dois lire ces choses-là pour savoir si ça passe chez nous. Enfin, ça, j'adore. Ça, honnêtement, c'est vraiment une des parties que j'aime beaucoup. Et la deuxième partie que j'aime beaucoup, beaucoup dans mon travail, c'est piloter l'équipe, en fait. Donc, être au cœur de la roadmap future, penser les projets futurs, de placer les personnes qui travaillent chez We Dress Fair au bon endroit. Est-ce qu'on a les bons atouts au bon endroit? Essayer de voir en termes de développement personnel, est-ce qu'ils sont bien là où ils sont? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour eux? Enfin, voilà. Tout ça, c'est des questions que j'adore aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment la partie RH et RSE qui me colle à la peau. Et je pense que c'est ça mes drivers au quotidien. D'ailleurs, on fait très peu de télétravail avec Antoine parce qu'en fait, on adore être avec la team. On adore être tous ensemble. Vous avez des bureaux? Vous êtes en coworking? On a des bureaux, ouais. On a des bureaux parce qu'on a du stock. On a présentement 325 mètres carrés de bureaux plus stockage. Et on déménage en février pour 1200 mètres carrés, tu vois. Donc, on est vraiment sur. D'accord. Vous êtes où? À Lyon? Dans On Lyon? est à Lyon, ouais. On est à Lyon 8e et on déménage à Lyon 7. On a réussi à trouver 1200 mètres carrés à Lyon 7, juste en dessous de Jean Massé. Donc, vraiment trop, trop cool. Toi, tu es sur les réseaux sociaux? Sur LinkedIn? Alors, Instagram? moi, je suis plutôt sur LinkedIn. Instagram, We Dress Fair est sur Instagram, mais moi, personnellement, c'est pas du tout mon dada. Je suis beaucoup plus sur LinkedIn, ouais. D'accord, ok, super. Écoute, merci beaucoup Marie pour cet échange et puis à très vite avec We Dress Fair. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.